Pourquoi les femmes ont-elles si longtemps été exclues de la spiritualité? La chasse aux sorcières en Europe a-t-elle empêché les femmes de prendre leur place? Comment, en tant que femme, justement, on peut prendre à la fois soin de notre corps, de notre âme, de notre entourage, dans un monde qui peut être un peu oppressif, hein? C'est des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui sur Mental Wave et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Chabriac. Bienvenue Odile. Merci beaucoup. Bienvenue à Merci. tous. Ben oui, bienvenue, bonjour tout le monde, merci pour ta présence. On a le plaisir de t'accueillir pour parler de ton nouveau livre, L'invisible à la rescousse, des éditions Animae, que j'ai eu le plaisir de recevoir. On va aussi évoquer ton best-seller, Âme de sorcière. Tu es autrice de nombreux ouvrages, hein. J'ai aussi Sortir des bois, voilà, on peut trouver beaucoup de choses dans ton travail. Tu es naturopathe, tu es cofondatrice de l'Institut de naturopathie humaniste. Tu as un parcours très riche. Comment tu résumerais le fil rouge de ta vie? Ah, bonne question. Moi, il y a vraiment deux choses qui m'intéressent. Quoi, il y a mille choses qui m'intéressent, mais on va dire deux lignes, fil rouge, quoi, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Les gens. En fait, moi, les gens, ils m'intéressent. La vie des autres m'intéresse, ça m'enthousiasme. La souffrance des autres peut m'interpeller. Quoi, il y a vraiment tout ça. Et puis la joie des autres peut m'être contagieuse. Donc il y a vraiment ça, les gens. C'est vraiment cette notion d'altérité, de rencontre, de partage, de sororité. On en reparlera sûrement. L'autre chose, c'est vrai que c'est l'écriture, ça reste quand même un moyen de transmission que j'adore, mais c'est vrai que la transmission, d'une manière générale, j'ai à cœur, quoi. Moi, par exemple, les réseaux sociaux, j'aime bien. C'est très Et je fais que ce que j'aime, dans le sens où j'ai rien à vendre là-bas. Je fais quoi, ça m'est arrivé une fois en plus de 10 ans de faire un partenariat, quoi. Voilà, donc il y a cette notion-là quand même de transmettre, bien. d'échanger, de faire aussi du ensemble justement pour affronter les tempêtes ou les moments plus compliqués de l'existence, hein. La transmission, l'écriture autour du soin, hein. C'est vrai que tu écris beaucoup sur la spiritualité. Il y a eu un événement, un basculement pour toi qui t'a mis sur cette voie, celle de l'invisible? Pas vraiment. Je crois que, alors, je viens d'une famille catholique, mais pas grenouille de bénitier, c'est-à-dire pas dans la rigueur, mais plus dans l'esprit. Donc, je pense que ça a été quelque chose où je me sentais bien. Après, j'ai pas eu besoin de mettre une étiquette à ma spiritualité. Mais en revanche, le monde de l'autre côté du décor, pour moi, ça a toujours été plus ou moins une évidence. Alors après, il y a toujours des moments dans la vie où en tout cas moi, je vais plus vers la rationalité, puis d'autres moments où je vais plus vers la spiritualité, quoi. C'est clairement un va-et-vient, mais il y a rarement eu des moments où je restais dans une rigidité entre les deux, quoi. C'est toujours été là, c'était assez naturel. On Ouais. retrouve cette idée de foi qui était présente du coup dans la famille et qui vient de l'enfance. Alors ton dernier livre s'appelle «L'invisible à la rescousse». Tu parles, d'ailleurs de la chute, j'ai trouvé ça très intéressant comme parallèle. La chute en fait de plein de modèles aujourd'hui. Les religions s'effondrent, les systèmes politiques dans lesquels on croyait, on avait foi, il y a eu plein d'essais. Est-ce que tu penses qu'il y a une crise de la foi? Alors, je sais, en tout cas, il y a une crise de l'humanité, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est une crise de la foi, parce que au moment des crises, on va aussi se raccrocher à de l'invisible, mais en même temps, on se veut, alors à tort ou à raison, hein, dans un monde hyper rationnel. Donc, quoi, voilà, hein, c'est difficile d'espérer. En tout cas, ce que je crois, ce que je sens, ce que je partage aussi, c'est que peut-être que pendant des siècles, justement, la religion amenait la foi ou l'espérance comme c'était dans le package. Nous, on n'a plus rien dans le package et on doit faire à nous-mêmes avec. Et donc l'espérance devient un choix et pas quelque chose d'induit ou d'évident. Quoi, voilà, on voit le monde tel qu'il est et bon, et effectivement, avec la circulation de l'information, tout ça, ça vient majorer tous nos ressentis. Et oui, donc, je sais pas si c'est une crise. Il y a une crise de l'humanité, peut-être une crise de l'humanisme, parce qu'en temps de crise, chacun va vouloir jouer perso, protéger
son territoire, sa famille, son espace. Et en même temps, je dis ça, et en même temps, je pense toujours dans les grandes catastrophes. On a vu en Louisiane, on voit là sur les îles, etc. La solidarité bat son plein aussi. Donc, mais en tout cas, il y a une bascule. Et c'est là où, oui, on vit dans une bascule. La crise climatique, de toute façon, de fait, nous est imposée par d'autres gens. Donc, cette bascule fait que je ne sais pas si on est obligé, hein, parce qu'il y en a qui veulent garder leurs œillères et qui veulent surtout pas se poser la question du demain, ou de nos enfants, ou de nos petits-enfants, etc. Mais en tout cas, il me semble qu'on est obligé de revisiter pas mal de choses qui Ouais. constituent l'espérance. Et pour toi, l'invisible peut venir à notre rescousse dans cette situation? Je pense que nous avons des ressources que l'on n'a pas. Alors, pour moi, l'invisible, je ne le situe pas géographiquement, entre guillemets. Je dis pas c'est un homme barbu en haut, je dis pas il est forcément tout à l'intérieur. Je pense qu'on a une partie de Dieu en nous. Mmh. Je pense qu'on vit dans un monde euh, dont on ne comprend pas tout, voilà, dont on n'a pas toutes les clés. Et donc, dans cet espace non connu ou voilà, ou pas complètement connu, loin d'être complètement connu, là, pour moi, il y a des tas de possibilités. Et, euh, et, et peut-être que c'est le bénéfice caché, comme toujours dans ce genre de situation, de la situation dans Oui. laquelle on est collectivement. Bien sûr, parce que c'est beau quand tu parles d'aller faire un choix, c'est vrai que pendant des centaines d'années, voire des millénaires, on venait nous imposer une religion, quelque Exactement. chose qui n'était pas forcément choisi et d'ailleurs on allait parfois suivre avec la tête, appliquer les règles. Il y avait pas forcément cette connexion du cœur et aujourd'hui dans un monde où on aurait peut-être toutes les raisons de désespérer, en tout cas pour certaines personnes, hein, on n'est pas tous au même endroit, mais il y a beaucoup de gens qui font le choix de croire et de continuer à nourrir cette foi et c'est très beau. Dans ton livre, tu parles de quelque chose d'autre que j'ai trouvé magnifique, les béguines. Je Ah le dis bien, oui. c'est une magnifique découverte. Alors pourtant, je suis allée en cours d'histoire, hein, mais comme souvent les femmes sont occultées, on en a rarement entendu parler. C'est des communautés de femmes qui avaient un mode de vie, tout simplement exceptionnel pour l'époque. Tu veux bien expliquer aux personnes qui sont là aujourd'hui, qui Bien étaient sûr. les béguines? Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier? Alors déjà, je vais rebondir sur la première partie de ta phrase. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, et nous, on n'a pas gagné et on n'a toujours pas gagné, hein. On Mmh. nous donne des miettes avec voilà condescendance, mais pour Mmh. l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un rapport d'égalité parfaite. Je demande pas à vaincre qui que ce soit. Moi, je dis juste, mais voilà. Et oui, et effectivement, comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler des Béguines alors que justement leur mode de fonctionnement est tellement plein d'espérance, de possibilités, de justesse. Et c'est pas par hasard si ce sont des femmes, en tout cas c'est ce que je crois. Toujours est-il que, alors qui sont les Béguines? Parce que voilà, pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, ce sont des regroupements de femmes qui, alors pour des raisons diverses, hein, attention, voilà, on n'est pas obligé de tout sublimer. Ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être pour des raisons de solitude, ça peut être pour des raisons de choix, Sécurité? justement, Mmh. de sécurité, ça l'était bien sûr, ont décidé de vivre ensemble, alors ont décidé de ne pas aller dans des couvents, parce que le début des béguinages, c'est le XIIe siècle, déjà les couvents, ils étaient pleins à craquer. Et puis en plus, ça coûtait de l'argent aux familles de mettre des gens dans les couvents. Donc les béguines, elles ont construit des communautés. Mais alors, ce qui est fort, alors pareil, c'était pas uniforme, hein, les béguinages ont fonctionné selon des règles variées, mais on a quand même pas mal de traces historiques. Et ce qui était merveilleux, et on parle de première république féministe, c'est que elles avaient un fonctionnement communautaire. Donc il pouvait y avoir une, alors mère supérieure, même si c'est un terme de hiérarchie catholique, mais cette mère supérieure, elle était élue, et elle était élue pour un temps donné. Donc, on n'est pas du tout sur. Et la majorité des décisions étaient prises à la majorité, justement, etc. Donc, on est sur un fonctionnement totalement impensable. On est au milieu du Moyen Âge, quoi, Pour le rappel, 12e hein, siècle. on est à Ouais, l'époque médiévale, c'est assez incroyable. exactement, c'est les croisades, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça Oui. qu'il y a eu tant de femmes qui se sont retrouvées seules aussi, Mmh. etc. Donc, on est vraiment au tout début. Alors, ce sont des espaces. Alors déjà, pour moi, elles ont tout compris parce que ce sont des communautés, mais en même temps,
dans la majorité des béguinages, elles avaient des maisons ou des espaces de vie individuels. Voilà, et moi je pense que effectivement la solution c'est le un parmi les autres. C'est pas forcément cette espèce de mythe communautaire 68 arts, quoi. En tout cas, c'est pas ce qu'elles ont fait. Ce qu'elles ont fait aussi, bah, c'est qu'il y avait des espaces de jardinage, etc. Donc elles ont mis en place des économies. Et d'ailleurs, ce sont les premières femmes qui se sont transmis même des biens entre elles. Donc on est vraiment sur quelque chose. Voilà, on arrive au mariage pour tous. Alors je dis pas qu'elles étaient homosexuelles, peut-être qu'il y en avait, hein. Mais là où je veux quand même mettre un point d'attention, c'est qu'on est dans des espaces qui sont clos, mais ouverts la journée, fermés la nuit. Donc tu évoquais très justement cette notion de sécurité. Donc la nuit, les hommes n'avaient pas le droit de rester dans le béguinage, C'était des mais en enceintes revanche, fermées, protégées. voilà, exactement. Et en France, par exemple, le Grand Béguinage de Paris était sous la protection du roi de France. Donc on est quand même sur, je crois qu'elles étaient 400, donc c'est pas Waouh. rien. Vous imaginez, c'est une petite ville dans la ville, hein. Et dans la journée, elles pouvaient sortir, avoir des activités qui étaient souvent des activités sociales, mais pas seulement, hein. Il y en avait qui étaient tisserandes, il y en avait qui étaient chirurgiennes. Alors donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment sur une dynamique de euh, bah, d'être autonome économiquement, en tout cas en partie. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce sont des espaces de réflexion collective et entre autres de réflexion spirituelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont tombées, on va dire, et c'est pour ça qu'à un moment, le roi, pour plaire au pape, a arrêté de protéger le béguinage et finalement, il a été interdit. En tout cas, ils ont été interdits dans toute l'Europe, puis très vite réautorisés dans l'Europe du Nord. En Europe du Nord, c'est pour ça qu'on voit encore le béguinage d'Amsterdam qui existe encore. Il y a des restes du béguinage de Bruxelles, quoi. Voilà, dans plusieurs villes du Nord, il en reste. Mais voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces femmes, elles ont produit une réflexion intellectuelle, elles ont écrit des livres, et, euh, et, et on savait pas ça, en fait, quoi. Comme tu dis, On on n'entendait nous a pas pas appris parler. à l'école que des femmes ont eu l'audace Oui. de réfléchir sur la spiritualité, justement de réfléchir comment elles allaient exprimer leur foi au monde et comment elles allaient la partager, puisqu'il y en a qui faisaient des tournées de conférences, quoi. On est à des années-lumière, en tout cas moi j'étais, peut-être que vous, mais voilà, à des années-lumière de la réalité de la vie de ces femmes-là, de leur courage et de ce qu'elles ont réussi à construire. Et on se dit finalement, elles devaient être quand même assez puissantes pour arriver à faire peur au Ça pape. fait peur, Puis, bien et sûr. voilà, c'est ça. Bien sûr. Finalement, ça devait marcher. Et là où c'était intéressant, c'est leur tournée de conférences et tout ça, c'était dans ce qu'on appelle en langue verniculaire. Ça veut dire la langue que les Pour le gens peuple. parlaient. Hmm. Et ça, le clergé, il détestait parce que lui, il voulait parler, quoi, il voulait exprimer la religion en latin, langue que ben, les gens, ils parlaient pas, justement. Donc, on leur disait, il y a écrit ça, ils devaient obéir. Alors que là, en l'occurrence, voilà, il y a une histoire. Se joue avec les béguines, bien sûr, une histoire de femmes qui viennent aider des autres femmes. Il y avait des espaces sociaux, il y avait des dortoirs pour les gens plus pauvres qui n'avaient pas les moyens justement d'avoir leur petite maison. Donc une histoire de femme, une histoire de foi, mais aussi une histoire de l'organisation de la société qui me semble hyper en avance. Et voilà, pour moi, ça reste un objectif quelque part de vie. Je voulais te questionner là-dessus. Tu donnes envie à la fin de ton livre. Tu dis aujourd'hui, je vis seule et ça me plaît, mais je sais qu'à la fin de ma vie, je reprendrai le chemin de la collectivité et tu évoques le béguinage. Alors, est-ce que tu as pour projet de faire revivre ces communautés de femmes, d'en créer une Alors, il y en a concrètement? qui le font, hein, déjà. En l'occurrence, j'ai rien voilà, j'invente rien. Il y a déjà alors on va dire des néo-béguinages, hein. D'ailleurs, je crois que c'est le Mhm. terme qui est employé en Allemagne, dans le nord de la France, etc. Mais oui, moi, l'idée de dire, on peut choisir de vieillir euh, avec d'autres pour s'apporter un soutien éventuel et aussi être dans cet espace de solidarité. Pour moi, le partage, la solidarité, ce sont des valeurs, mais aussi de réflexion. Voilà, c'est quoi vivre, c'est quoi vieillir, c'est quoi la maladie, c'est quoi la mort, quoi. Voilà, comment on fait de la réflexion ensemble, parce qu'un cerveau tout seul, ça fait pas beaucoup d'étincelles, quoi.
Génial, faudra te suivre sur Facebook et Instagram pour se tenir informé, c'est des femmes à Exactement, qui ça parle. Et exactement. pourquoi selon toi, bah, les béguines ont été un peu effacées au final, pourquoi les femmes, à travers l'histoire, ont eu une place aussi discrète dans la religion? La question, c'est pas les femmes en fait. La question, c'est pourquoi on a eu peur à tel point de laisser aux femmes de Mmh. l'espace. Et il y a des enjeux de pouvoir qui sont colossaux. Il y a toujours des enjeux de pouvoir qui sont colossaux. Alors, le pourquoi, je ne le sais pas. Je pense que les femmes font peur aux hommes, quoi qu'il arrive, et qu'il a toujours fallu mettre en place des méthodes coercitives pour limiter leur pouvoir, leur jouissance, tout ça, quoi. Tout fait peur dans la femme, sa liberté, son intelligence, sa capacité de travail, son courage. Je dis pas que il n'y a pas d'hommes intelligents, courageux, etc. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que ce sont des histoires de domination. Des histoires de domination en lien avec une chose dont on parle pas et peu avec les béguines. À partir du moment, et on le voit là encore hein, dans ce qui se passe d'un point de vue politique, à partir du moment où l'être humain, et donc là c'est avant le Moyen-Âge, a compris que c'est les femmes qui portaient les enfants, elles sont devenues des enjeux de Contrôle. domination parce qu'il fallait s'approprier le fruit de leur ventre. Et tout ça a été mis en place et ça continue encore. Ce qui se passe aux États-Unis, la preuve directe de ça. Mais je veux dire, ce vocabulaire martial, quoi, on en reparlait avec des élèves ce week-end, le réarmement démographique, honnêtement, ça parle de ça. Ça parle de finalement, nous, société patriarcale, on dédie aux femmes une place qui est celle de produire de la chair à canon. Et si elles veulent plus, bah non, non, quoi. Oui, Donc c'est c'est pas toute une clair. organisation de société qui est très profonde et qui est très tissée. Et donc le fait religieux, c'est la même chose. On va pas laisser de l'espace de construction psychique aux femmes parce que on préfère les utiliser à autre chose. Bien sûr, ouais. Et du coup, le fait d'avoir des femmes qui se rassemblent pour Mm. venir réfléchir ensemble et pouvoir du coup prendre en force aussi, en fait, quand on est nombreuses, on imagine bien 400 femmes dans Paris, ça peut faire son son petit effet et ben ça Exactement. devient dangereux, bien sûr. Puisqu'on est sur le féminin, j'avais à cœur de te poser une question. Tu parles souvent du concept de sorcière moderne. Qu'est-ce que ça Mm. signifie pour toi? C'est au cœur, hein, de plusieurs de tes ouvrages. Euh, Bah, c'est exactement ce que tu as dit, la capacité de penser par soi-même, donc que ça aille dans le sens du poil ou pas. Donc ne pas avoir peur, il y a quelque chose, bah, les sorcières, elles ont été brûlées, alors je dis pas qu'on leur a laissé le choix. En l'occurrence, la première femme brûlée en place publique en France est une béguine, et elle, on lui a laissé le choix, dans le sens où on lui a dit, bah, soit vous vous taisez, soit on vous brûle. Elle a dit, mais vous n'avez pas le pouvoir de me demander de me taire, donc brûlez-moi si vous voulez, c'est pas mon souci. Et donc, c'est voilà, je suis ce que je pense. Il y a une histoire de liberté, il y a une histoire de pas avoir peur, il y a une histoire de pas jouer le jeu. Moi, j'aime bien cette expression, pas jouer leur jeu, en tout cas. Et il y a aussi une histoire de regarder la mort en face et finalement, quoi, j'ai envie de dire à la fois le tragique de la mort et donc la joie de la vie, parce que tout ça se marie forcément ensemble. Et donc oui, il y a quelque chose où on n'est pas domestiqué, quoi. Ah. Oui, on est loin, loin peut-être de l'image qu'on a quelquefois de la sorcière qui pratique la magie, la Wicca. Pour toi, c'est plus large, en fait. C'est la position d'une femme qui Oui, pour s'affirme. moi, oui, pour moi, il y a cette notion de rituel, mais le rituel finalement devient un espace de retrouvailles communautaires Mmh. ou justement de connexion à d'autres dimensions. Mais c'est pas le rituel qui fait la sorcière, c'est la sorcière qui fait le Quel rituel. rituel, magnifique, génial. Et toujours en référence du coup à la sorcière, tu dis dans ton livre «L'invisible à la rescousse» quelque chose que j'ai adoré, que ton corps est ton chaudron. Donc le lieu de ton évolution où mijote, un peu toute cette magie en fait et c'est l'un des points centraux du livre, de ton approche en Mm, général, hein, puisque tu es naturopathe. Pour mm. toi, le corps, c'est le véhicule le plus efficace pour accéder à l'invisible. Ça peut paraître surprenant pour certaines personnes, peut-être que, bah, ce soit cette partie la plus visible, la plus Armel, mm, matérielle de notre être, qui mm. nous permet d'accéder à l'invisible. Comment ton Alors, livre c'est ça? je dis pas que c'est lui qui nous permet d'accéder le plus, Oui. parce que je pense qu'on peut y accéder de tas d'autres manières. En revanche, moi, j'y ajoute vraiment une dimension à la fois de sécurité, Mmh. parce que le corps, quelque part,
lui, son projet, c'est de rester vivant quoi qu'il arrive, quelles que soient nos névroses, l'histoire qu'on se raconte, etc. Donc, quelque part, il peut aussi nous circuiter là-dessus. Ah, ouais. Donc, il y a cette notion de sécurité. Et il y a aussi la notion que je vois bien, moi, dans tous ces milieux alternatifs que je connais bien, de se raconter des histoires. Voilà, moi, le côté, je suis la descendante de Cléopâtre, ça m'intéresse pas, en fait, quoi. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, je dis juste, c'est pas mon propos. Donc, le corps, il est à la fois effectivement un outil d'alchimie, et là pour le coup, quoi, il y a plein d'exemples effectivement dans le livre, mais au-delà d'être un outil, il est aussi justement tout ce qui va amener la sécurité pour que l'expérience soit la plus lucide et efficace possible. Et voilà, moi par rapport à ma manière de voir les choses, je trouve ça important. C'est au sens littéral du terme un garde-fou. Ouais, le Le- corps nous ramène, ouais, là ouais, où les pratiques uniquement de l'esprit, de l'âme, voilà, où on est dans l'immatériel et on va se connecter à l'immatériel, on peut, bah, de toute façon, on le sait, hein, que tu parles notamment de l'utilisation des plantes médecines, il peut y oui, avoir des phénomènes de décompensation. On se rend pas exactement, toujours compte qu'on peut se mettre en danger physiquement dans notre réalité et que ça peut être compliqué de revenir. Pour toi, le exactement. corps est bien ancré, donc protégé. Exactement. Pour moi, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment pas du tout. Je dis pas du mal des autres. Je dis moi Mmh. par rapport à mon parcours. Quoi, j'adore le mot garde-fou parce que c'est vraiment justement ça nous empêche, ça nous limite Ouais. ce risque de décompensation et puis de d'illusion de toute puissance. En Mmh. fait, il y a des tas de choses. Les forces de l'invisible, elles peuvent être extrêmement puissantes. Il y a quoi et nous on arrive et on joue au chais là-dedans quoi. Il faut juste mettre l'église au milieu du village, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, moi en tout cas par rapport à mon vécu et à mon histoire, c'était important d'avoir ce système d'ancrage, d'autant que ça me limitait pas. Donc, enfin, déjà, le jour où j'aurai tout Ouais, il y a expérimenté de ce tellement de voies. côté-là, ouais, Bien exactement, sûr, il y a c'est vrai pour que avoir. tu en Ouais, évoques, plusieurs, hein, dans ton livre. C'est intéressant quand notamment on a envie peut-être de venir, travailler sur soi, comme on dit, venir s'explorer, aller sur un certain chemin. On peut ouais. découvrir avec toi à travers à la fois des voilà, des infos assez pratiques, hein. Tu expliques, ce que sont ces différentes voies et ton expérience à toi et tu Mm. évoques notamment une pratique corporelle qui est peu connue en France, mais qui t'a transformée, la respiration holotropique. Tu peux nous en dire plus? C'est vrai que moi je connais le rebirth, le breathwork. On parle moins de la respiration holotropique. Oui, alors, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est exactement entre les deux techniques que tu évoques. Bien sûr. C'est plus proche du breathwork, mais ça existait avant le breathwork, sauf que ça va plus loin que le breathwork. Mmh. Déjà, une séance de breathwork en général c'est 1 heure, une séance de respiration holotropique c'est 3 heures. Donc donc voilà, c'est une technique respiratoire, donc j'ai envie de dire anodine, hein, on est sur un phénomène d'hyperventilation Mmh. qui va faire qu'on va accéder à des dimensions de nous-mêmes inconnues. Alors, dans un premier temps, c'est souvent nous ce qu'on appelle des techniques de dégazage. Ça va nous permettre d'exprimer que le corps exprime, hein, mais ça peut être intense, violent, etc. Quoi, violent, je veux dire, il peut y avoir des cris, des rires, voilà, des pleurs, etc. De libérer des émotions enquistées dans le corps. Et quelque part, moi, ça, je trouve ça hyper impressionnant de voir les autres se libérer comme ça de quelque chose et de voir à quel point, et ça ne surprendra personne, nos émotions non exprimées s'impriment en nous et, euh, et d'être capable de les libérer, déjà, moi, ça me paraît être une opportunité fantastique. Et puis après, ça va être un outil aussi qui va nous ouvrir un champ énorme d'exploration. Alors, ce que je remarque de plus en plus, c'est que le corps est intelligent Mmh. et que non mais qu'il y a une intelligence qui a rien à voir avec notre mental, c'est ça que je veux dire. Bien sûr que personne n'est surpris, mais nous c'est vraiment l'hypothèse sur laquelle on se base en naturo, par exemple de dire la force vitale qu'on va libérer, elle va se mettre au service de l'espace prioritaire et on ne sait pas forcément lequel c'est. Et là en respiration holotropique c'est un peu la même chose. Euh, Ça va venir nous faire travailler. Pas forcément. Quoi. D'ailleurs, on vient rarement avec une intention en respiration holotropique parce que justement, on va se laisser guider par là où ça nous amène. Et effectivement, des fois, c'est très marrant. On peut se retrouver dans le corps d'un animal, on peut se retrouver dans. Quoi, voilà, tout est possible. On peut juste avoir des ressentis énergétiques, de chaleur, etc. Mais on peut revivre des choses de sa vie, voire beaucoup.
c'est quand même connu pour ça, de la vie intra-utérine et de la naissance, quoi, des revêtus de naissance, il y en a énormément. Donc oui, alors pourquoi c'est moins connu en France, je ne sais pas. C'est par exemple extrêmement pratiqué aux États-Unis, en Russie, quoi. C'est des gymnases entiers qui pratiquent. Mais nous, je sais j'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. Non, non, j'étais surprise que ce soit Ah pratiqué oui, oui. autant à Ah, faut- l'étranger, et c'est vrai, pas en France, Oui, ouais. mais en France, de toute façon, nous, on a toujours 12 trains de retard sur ce genre de choses. Ça nous fait peur. On va dire waouh, dérive sectaire, waouh, c'est dangereux. Je veux dire, là, on fait prendre aucune plante aux gens ni rien. C'est juste, ils savent parfaitement où ils sont tout le temps. Voilà. Mais, de, mais en même temps, en France, il y a aussi, bon, on est un pays rationnel. Pourquoi pas? J'ai pas de mal avec ça. J'ai pas de problème. Mais en revanche, on va avoir peur de tout ce qui libère les gens. Mmh. Or là, c'est un outil de libération absolument incroyable. C'est un outil de joie, quoi. D'ailleurs, tous ces outils d'ailleurs, posent souvent souci aux autorités, mais justement pour ça, à partir du moment où on s'approprie son cœur de joie à l'intérieur, on Ça n'a peut plus nous besoin faire de peur, consommer. Ben voilà, c'est bien ça. sûr. On devient un mauvais citoyen, en tout cas un mauvais citoyen selon leurs critères à eux. Donc voilà, on se laisse plus dominer. On accède à sa propre puissance et non, hein, qui est très différente de ce qu'on appelait tout à l'heure l'illusion de toute puissance. On acquiert quoi, voilà, son enracinement, son ancrage et donc son possible. Et sa joie, moi c'est ça qui m'intéresse, moi c'est la joie qui Ouais, m'intéresse, tout le la reste, quête de bon. la joie. Non, non, c'est vrai, pour les avoir expérimentées, c'est des méthodes qui sont très surprenantes. Tu parles de libération, j'aime vraiment beaucoup cette idée. Il y a tellement de gens qui consultent, des psychologues, des accompagnants, et Ah mais c'est indispensable, hein, c'est oui, merveilleux. oui, bien sûr. Heu, mais voilà, on va venir travailler, tout ici, et puis on oublie le corps, et à un moment on se dit: «Mais je comprends pas, j'ai tellement conscientisé, j'ai compris, j'ai Ouais. travaillé là-dessus et j'ai identifié tout le vocabulaire de la tête, mais le corps, il a besoin d'être libéré». C'est des méthodes qui sont complémentaires. Tu en évoques une autre que tu aimes énormément, qui est bien connue, mais sûrement sous-estimée. Ça m'a surprise que tu en parles, et je trouve ça génial. La cohérence cardiaque. C'est vrai que c'est une technique que tu utilises au quotidien, et tu dis qu'elle t'a transformée. Alors mais moi j'adore, mais alors et je suis d'autant plus, je peux d'autant plus en parler que je suis comme les gens. Non, moi, je propose la cohérence cardiaque depuis 20 ans aux clients naturaux. On sait que c'est top. Je l'avais testé, bien sûr, c'est à minima, mais voilà quoi. Et puis un jour, je me suis dit, mais vas-y, joue le jeu franchement. En fait, je suis convaincue que le maître à bord, c'est pas notre cerveau. Je suis convaincue que c'est notre cœur. Donc c'est pas notre cerveau, c'est pas notre système digestif, même si tout ça joue un rôle énorme, hein, voilà. Mais pour moi, notre boussole, c'est notre cœur. Et la cohérence cardiaque va faire que le cœur a la possibilité de retrouver sa juste place et, euh, et d'irradier. Et quelque part, on revient au début de notre échange. C'est par le cœur que peut naître la rencontre. Si je rencontre quelqu'un juste avec ma tête, et c'est possible, hein, je vais acheter une baguette, et encore, je suis sûre, voilà, on peut acheter une baguette avec son cœur. Mais remettre le cœur au centre du jeu, c'est peut-être ce qu'elles avaient fait les Béguines finalement. C'est au-delà d'espaces de réflexion, de coopération. C'est en étant justement dans une foi non circonscrite par les autorités, par des systèmes de domination. Est-ce que c'est pas le cœur qu'on remet au centre du jeu? Alors, En tout cas, la cohérence cardiaque nous ouais. permet ça. Et aussi, moi j'en parle, j'adore les trucs qui sont gratuits. Et du coup Je accessible, bah, bien sûr. Ouais, exactement, qu'on peut s'approprier, qui relève aussi de notre propre responsabilité. Est-ce que je le fais tous les jours? Parce que normalement, hein, c'est 3 fois par jour, 5 minutes. Et en même temps, quand on voit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, on se dit, mais 3 fois par jour, 5 minutes, c'est quoi? C'est rien. Allez-y, ouais. Donc, ça, ouais, pour moi, c'est hyper puissant et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables de nous métamorphoser dans les petites choses ou dans les choses qui sont dévalorisées. Et j'aime le fait que tu parles d'autoresponsabilité. C'est vrai qu'on voit bien, hein, qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de gens, et ça se comprend, on a peu de temps, on a peut-être aussi, voilà, la tête et le cœur qui sont pris par tellement de choses, que on Hmm. il y a cette envie d'être soigné par l'extérieur, de déposer son pouvoir personnel entre les mains d'un thérapeute,
entre les mains de techniques, l'hypnose, l'énergétique qui explose. Bien sûr, il y a une efficacité, mais il y a peut-être aussi cette notion de: «Je vais faire une séance et on va venir me guérir, on va venir me Ouais. transformer». Par contre, soi-même, faire les exercices, quelque chose d'engageant, quelque chose, alors, en plus avec toute la dopamine qu'on se prend avec les réseaux sociaux, 5 minutes 3 fois par jour à rien faire et à compter parce que la cohérence cardiaque, on le répète, on va inspirer sur 5, expirer sur 5, Oui, inspirer sur après, il y a des applications hein, comme on Respirelax, peut etc., suivre qui la sont petite bulle, gratuites. bien Oui, sûr, oui, ou qui font un bruit, qui font ding à chaque fois oui. qu'on change. Donc, on n'a pas besoin de compter. Mais oui, c'est pas glamour. Mais justement, ça m'intéresse aussi que ce soit pas glamour. J'ai pas envie qu'on prétende faire la révolution. En fait, on vit une période et c'est le propos de tes interviews, etc., où on a énormément d'opportunités, énormément de possibilités, quoi. C'est une chance inouïe qu'on a. Ces outils-là, alors moi je suis plus âgée que toi, mais nos parents, ils les avaient pas. Mes parents, ils les avaient pas. Ou sinon, ils les utilisaient pas, ou c'était juste quelques personnes plus marginales, quoi, voilà. Et là, le fait qu'on ait tous ces outils, mais c'est fantastique. Donc, voilà, expérimentons, amusons-nous, allons vers ce qui nous parle, mais en même temps, ne donnons pas systématiquement la prime au plus quelque chose. Le plus étrange, le plus magique, le plus étonnant, le plus transformateur. Non, en fait, un petit rituel de 15 minutes par jour, ça peut être méga transformateur. Et moi, je pense que c'est transformateur au-delà du physique. Je pense que c'est transformateur d'un point de vue psychologique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Je pense que ça nous aligne tout d'un coup à notre juste place. Et Mmh. donc ça, c'est... Mais voilà, avec ce petit, pas prix à payer, mais cette rigueur à avoir en disant, je fais ce chemin pour moi. Cet engagement envers Ouais. soi-même. Tu en Mm. parles, hein, de façon magnifique dans ton livre de la voix du cœur. Tu parles même, ça je trouve ça génial, du fait que le cœur, physiquement, c'est mesurable, hein, pour les personnes, qui peut-être Oui. pas beaucoup, hein, qui ont besoin de preuves du fait qu'on peut mesurer le champ magnétique du cœur Mm. plusieurs mètres. Et on dit que dans la vie, Exactement. on peut vivre, j'aime bien cette expression, en suivant la voie de la peur ou en suivant la voie Oui. du cœur. Elle représente quoi pour toi cette voie du cœur, du coup? Une quête, une quête et c'est exactement ce que tu dis. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Moi, j'ai une phrase que j'adore, qui n'est pas de moi, qui est d'une de mes enseignantes, et qui dit soutenir la lumière, ne pas combattre l'ombre. Mmh. Et pour moi, quand justement, quand j'ai peur ou quand j'oublie ou quand voilà, je me laisse prendre par tout ce qu'on raconte autour de nous, je, je pense toujours à ça. Et la voix du cœur, c'est soutenir la lumière. Et c'est quelque chose qui se joue justement à l'intérieur. Donc, prendre le temps de revenir au cœur et de dire oh, qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris la peur? Ou est-ce que envers et contre tout, peut-être, je choisis de nourrir la lumière et le Waouh. cœur. Soutenir la lumière, ne pas combattre l'ombre, le mal? Mm, C'est mm, magnifique, c'est très, très beau, waouh! J'aimerais te poser une dernière question. À la fin de ton livre, tu évoques le fait que tu as fait, Compostelle. C'est quelque mm, chose qu'on sait sur toi, tu l'as fait il y a longtemps et tu l'as refait cet été, en mm. 2025. Ouais. Toi, c'est quelque chose qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de marcher sur le chemin? C'est assez difficile d'expliquer. Là, pour le coup, c'est la magie à l'état pur, Compostelle. Mmh. Bon, moi, je suis amoureuse de ce territoire, hein. J'ai déménagé, donc là, j'habite dans une vieille ferme que j'adore. Et je suis à 10 kilomètres de Compostelle, quoi. Voilà. Là, tu vois, tout à l'heure, je vais aller à la poste et je vais croiser des gens avec leur sac à dos, même si fin novembre, il y en a moins quand même. Mais je vais croiser les coquilles Saint-Jacques sur les trottoirs, etc. Compostelle, c'est une aventure personnelle et collective. C'est une aventure humaine, ça veut dire quoi, qui se joue dans la relation humaine, mais aussi physique. C'est une aventure qui se joue dans la nature et en même temps dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc on peut traverser des endroits archimoches, hein, des bretelles d'autoroute, des tunnels, des faubourgs de villes qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc c'est à la fois toute la disparité de la vie euh,
et en même temps dans une dynamique pareil où cette dimension spirituelle est présente. Mmh. Ou alors déjà moi la spiritualité elle se joue sur le faire écho à tous les pèlerins qui sont passés avant moi et qui passeront après moi et d'accepter finalement d'être une parmi tous quoi. C'est pour moi un espace énergétique, un égrégore vraiment très particulier. On le sent, hein, même quand on fait Compostelle que quelques jours, on se rend bien compte que là, c'est pas comme ailleurs, pas comme d'autres chemins de randonnée qui peuvent être formidables. Hein, et moi, j'aime tellement ça. Mais donc, il y a cette dimension. Et puis, c'est aussi comprendre qu'on va vers quelque chose, mais que progressivement, ce quelque chose a de moins en moins d'importance, puisque cette foi, elle grandit en nous au fur et à mesure du chemin. Donc on a un but, c'est un jeu, et il y a aussi cette dimension ludique, mais c'est euh, c'est pas un but dans un sens de compétition, je dois y arriver, je dois le faire vite, c'est juste un but qu'on choisit de se donner, mais quelque part c'est un peu arbitraire et c'est pas très grave. Une aventure avec soi-même, ah, c'est beau. Ouais. Est-ce qu'il y a des notamment alors des hommes bien sûr, mais aussi des femmes qui ont envie de vivre cette expérience, qui ont peut-être pas, l'impression aujourd'hui de d'avoir les capacités de relever ce qui reste un défi physique, hein, qui ont peut-être des peurs? Qu'est-ce que tu leur dirais pour Ah les mais moi je inciter à leur se dis allez-y, allez-y parce que déjà ce qu'il faut, bon, Compostelle physiquement, techniquement c'est pas difficile. Après, on peut raccourcir les étapes, on va dire les étapes moyennes c'est 25 km, mais personne ne vient vérifier que vous faites 25 km. Je veux dire, il y a des gîtes un peu partout, donc on peut dormir au bout de 15 km, au bout de 10 km. Ça, c'est la première chose. Et ce que je pense surtout, c'est, et pour l'avoir expérimenté à ma mesure, hein, c'est que nos peurs, c'est quand même des fantômes. Dans le sens où, en fait, ce que j'ai trouvé dur sur Compostelle est pas forcément, quoi, n'est jamais même les choses auxquelles je pouvais avoir peur. Dans le sens où on va dire, oh là là, la traversée des Pyrénées, ok, la traversée des Pyrénées. Oh là là, alors il y a un endroit qui s'appelle la Croix de Fer, oh là là, la montée de la Croix de Fer. Et en revanche, il y a d'autres choses qui peuvent être plus confrontantes pour soi individuellement et, et qu'on va aussi dépasser avec l'aide des autres. Quoi. Voilà, il y a vraiment une dimension de rencontre que je trouve vraiment formidable. génial, magnifique. Merci, merci Odile pour ce Merci très bel beaucoup. échange. C'est très inspirant. Puis à toutes les personnes, bah, qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous invite à découvrir le dernier ouvrage d'Odile Chabriac, «L'invisible à la rescousse», qui donne beaucoup de clés pratiques pour avancer, je trouve, sur le chemin vers soi. Odile, on peut aussi te retrouver en formation à l'Institut de naturopathie humaniste, hein. On peut se Exactement. régaler de tes nombreux livres, te suivre sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup. On va mettre tous ces liens en description. Je te Merci remercie. infiniment. Merci à toi pour ta présence. Merci à vous qui nous suivez fidèlement. Je vous Exactement. Merci embrasse. à tous et On se toutes. dit à très Au vite. revoir.